Bonjour, aujourd'hui nous recevons David Guyon. Oui, bonjour. Donc vous êtes avocat, soyez le bienvenu. Merci. Nous vous recevons dans le cadre des entretiens de La Glorieuse, publiés depuis 5 ans tous les mardis. Voilà, vous êtes un jeune avocat de 31 ans, vous êtes spécialisé en droit administratif. Vous venez de vous installer sur la Comédie. Oui, dans un mois. Vous occupez de la réintégration des exclus, du PASS, de leur indemnisation. Vous êtes mobilisé sur les questions de défense des libertés en période de crise sanitaire. Vous avez défendu Réinfo Liberté, les affiches anti-vax à Toulouse. Et vous défendez les 250 soignants sur la suspension des rémunérations, entre autres. Et là, vous intéressez aux libertés à Montpellier qui sont attaquées par le maire actuel, liberté de déplacement, avec comme exemple le tunnel de la Comédie. Tout à fait. Autre chose à ajouter ? Non, c'est parfait, bien résumé. Donc, ok. Alors, avant de passer aux questions, je vais faire la présentation du numéro 1011 de La Glorieuse, avec à la une, subvention, culture de l'Esbrouf, 3 salles de spectacle n'ont toujours pas perçu les aides d'urgence de la ville. Elles sont un peu à l'agonie, alors qu'on donne beaucoup d'argent pour la ZAT, 700 000 € et tout. Des petites subventions ne tombent toujours pas. Donc on revient sur ce dossier. Ensuite, on revient sur l'axe LGV Paris-Barcelone, la vieille rengaine. Un article sur Delonque de la Fosse, les liaisons dangereuses. Et enfin, une enquête sur ville et métropole au bord du gouffre financier. On vient de publier là un article comme quoi ils ont du mal à payer certains vacataires. Donc voilà, on revient sur les finances de notre ville et de nos édiles. Voilà, Maître David Guyon, vous êtes installé donc à votre compte pendant le confinement, car vous avez vécu la suspension de rémunération de votre cabinet. Ça vous a donné un petit coup de pied aux fesses là pour vous lancer, c'est ça ? Ouais, je pense qu'effectivement c'était un mal pour un bien, puisque ça m'a permis d'avoir du temps, ce que je n'avais pas auparavant. Et en ayant du temps, je me suis intéressé aux restrictions de liberté fondamentale pendant la crise sanitaire. Et c'est à ce moment-là que mon cabinet a fait les premiers recours au mois de mars 2020 sur la question des mesures sanitaires. Et quand je dis les recours, c'était au sens large du terme, c'est-à-dire que on contestait tant les mesures qui n'étaient pas assez restrictives, voire inadaptées, mais également parfois la proportionnalité de certaines mesures. Et nous avons bien fait, puisque une des premières victoires que mon cabinet a obtenues, c'est justement l'annulation de la mise en bière immédiate dans les hôpitaux. C'est quoi la mise en bière immédiate ? En fait, lorsque vous décédiez entre mars 2020 et décembre 2020, comme nous n'étions pas en mesure de déterminer si vous étiez contaminé ou non par la Covid-19, les mesures qui étaient mises en place étaient les suivantes. Votre corps était déposé dans un sac en plastique, fermé hermétiquement. Ensuite, on vous déposait dans un cercueil que l'on refermait. On présentait le cercueil enfin aux personnes aux proches pour qu'elles fassent leur deuil. Donc c'était des mesures quand même assez restrictives. Et le Conseil d'État a reconnu qu'effectivement l'État était allé beaucoup trop loin et a annulé cette décision pour excès de pouvoir. D'accord, c'est une belle victoire. Une belle victoire parce qu'effectivement ça permet aujourd'hui à des personnes de faire leur deuil, y compris en période de crise sanitaire. Où est la situation là, où en est la situation des infirmiers, des exclus du PASS, de leur intégration et de leur indemnisation ? Alors, en fait, elles ne sont pas exclues du pass, elles sont soumises à une obligation vaccinale assortie d'une mesure de suspension sans rémunération. C'est donc quelque chose qui est tout à fait nouveau, hein. Ça n'existe pas. Les obligations vaccinales existent. En revanche, les obligations vaccinales assorties d'une suspension sans rémunération, ça n'existait pas avant la loi du 5 août 2021. Ça signifie quoi ? En fait, on a créé un statut qui était spécial. On a considéré que les agents publics, notamment, et les salariés qui étaient soumis à l'obligation vaccinale, étaient en activité, mais suspendues de leur rémunération. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elles travaillent, mais elles ne peuvent pas travailler et elles ne sont pas payées. Elles ne peuvent pas travailler, mais elles n'ont pas d'allocation de retour à l'emploi. Elles ne peuvent pas travailler et elles n'ont pas droit aux minima sociaux. Pire, pour les agents publics, elles ne peuvent pas travailler et elles n'ont pas le droit d'aller travailler pour un autre employeur. Donc là, on a vraiment des personnes qui sont mortes socialement, qui sont coincées entre deux eaux et qui ont finalement une seule possibilité, soit céder à la vaccination,
soit effectivement quitter, démissionner et partir de la fonction publique parce qu'elles n'auront pas d'autres possibilités de Et survivre. qu'est-ce qu'elles font, ces personnes? Très souvent, elles démissionnent. D'autres fois, elles obtiennent des ruptures conventionnelles. Parfois, elles se mettent dans un statut qui est la disponibilité d'office. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles gardent un lien avec l'administration, mais elles vont accomplir un projet professionnel. Ça peut durer jusqu'à 3 ans. Ça leur permet d'avoir effectivement une période de réflexion sur leur avenir professionnel. Soit effectivement, elles demandent l'autorisation d'activités accessoires, elles vont travailler ailleurs. Mais encore une fois, ce sont des statuts qui sont précaires et pour l'instant, il n'y a pas de solution. C'est-à-dire que moi, dans ma clientèle, j'ai des personnes qui, depuis le 15 septembre 2021, sont suspendues sans rémunération. D'accord. Vous défendez les libertés. Il y a d'autres libertés qui sont menacées aujourd'hui? La liberté fondamentale, c'est large, effectivement. Là, on va parler ensemble de la liberté du commerce et d'industrie sur Ouais, Montpellier. on va en parler après, oui. On va en parler tout à l'heure. Il y a effectivement la liberté vaccinale. Vous avez également la liberté d'aller et venir. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on vous confine? Bah, c'est une liberté d'aller et venir qui n'existe plus. Vous avez également le droit à la vie privée familiale, le droit effectivement de refuser un traitement médical, de Mhm. refuser de porter un masque. Vous savez que pendant à peu près 1 an et demi, le préfet de l'Hérault a imposé le port du masque en extérieur, alors qu'aujourd'hui, on est en train de s'apercevoir qu'en réalité, cette mesure n'avait aucun intérêt sur le plan sanitaire. C'était juste une mesure d'affichage politique. Or, les libertés fondamentales sont fondamentales. Ce ne sont pas des variables d'ajustement d'une politique sanitaire qui est défaillante sur le plan structurel. Ça s'est calmé depuis la fin du Covid? Bah, ça, Enfin, c'est, depuis, on ne peut pas dire que c'est la fin du Covid, mais depuis bah, en fait, la période où on était dans le dur, quoi. c'est le calendrier électoral qui a un peu dicté l'évolution de l'épidémie, puisque là, vous voyez, aujourd'hui, on est en train de parler de la neuvième vague de Covid. Bon, déjà, est-ce que vous étiez au courant qu'il y avait eu 4 autres vagues depuis la quatrième vague, c'est-à-dire à partir du mois de mars 2022? En fait, l'épidémie a suivi l'évolution du calendrier électoral, et aujourd'hui, la majorité politique, elle n'est plus aussi importante qu'elle ne l'était en période de crise sanitaire en mars 2020. Donc aujourd'hui, ils n'ont pas la même marge de manœuvre, et surtout, je pense qu'il y a une lassitude de la population qui ne serait peut-être pas prête aujourd'hui à accepter les mesures qui ont été imposées il y a 2 ans. Pourquoi la fermeture du tunnel de la Comédie et la suppression donc de l'accès des voitures est-elle une suspension de nos libertés? Alors, c'est un peu plus subtil que ça. Le principe est le suivant. Avec l'association de défense des libertés fondamentales, l'association ADLF, c'est une association qui agit pour l'ensemble des libertés partout en France. Elle s'est surtout manifestée pendant la crise sanitaire et elle s'est manifestée avec notamment un noyau dur assez déterminé de Montpellierins. À partir de ce moment-là, donc, nous avons agi pendant la crise sanitaire, mais nous avons aussi agi pour l'intérêt des citoyens, notamment de Montpellier, puisque les Montpelliérains ont déjà payé une première fois le tunnel de la Comédie, et avec ce péage de 3 euros qu'il aurait imposé, ils sont en train de financer une deuxième fois le même tunnel de la Comédie. Le principe est le suivant, le domaine public appartient au public. Il est à l'usage de tous, et cet usage, en principe, est gratuit. Lorsque vous instaurez un péage, vous pouvez le faire, mais il y a des conditions à respecter. La première des conditions, il faut que ce soit motivé par un motif d'intérêt général. Donc il faut qu'il y ait un projet. La deuxième condition, c'est qu'il faut que vous apportiez une plus-value pour l'usager. Exemple, lorsque vous installez un parking, eh bien, le fait de le rendre payant, c'est parce que vous allez mettre en place des infrastructures. Par exemple, peut-être une surveillance, par exemple, peut-être une barrière qui va permettre de filtrer le passage, un gardien, etc. etc. Et c'est cette amélioration concrète et immédiate que vous allez rémunérer. Lorsque vous installez le tunnel de la Comédie, le péage du tunnel de la Comédie, en réalité, ce tunnel, il n'a pas changé, il n'y a aucun aménagement supplémentaire, et surtout, le seul motif d'intérêt général qui a été mis en avant par la commune, c'est de dire, je ne veux plus que les citoyens, que les riverains puissent transiter par le tunnel de la Comédie. C'est un petit peu léger, comparé finalement au désagrément que ça cause pour les riverains. Une grande partie ne peuvent plus transiter en centre-ville parce qu'ils sont déportés sur d'autres axes. Ça cause également un problème sur les commerçants qui ne peuvent plus recevoir leur clientèle aussi facilement qu'ils le pouvaient auparavant. Rappelons aussi que le tram, qui est aujourd'hui le moyen de transport, est aujourd'hui sous-doté. Je ne sais pas si vous avez pris le tram ce week-end, mais c'est insupportable. Et surtout, pendant quasiment 2 mois, le tram n'était pas accessible jusqu'à la Comédie. Et pendant cela, on n'a aucune mesure transitoire qui sont mises en place. Alors, le maire-président se déplace en voiture avec chauffeur, il se rend à Paris en avion, alors que les Montpelliérains sont interdits de voiture, ou, où on leur recommande fortement d'utiliser leur vélo. Est-ce que c'est un exemple de ségrégation sociale?
Alors je ne sais pas si c'est un exemple. Ce qu'on peut dire, c'est que la France, d'une manière générale, s'oriente vers une sorte, d'écologie, liberticide, dans le sens où c'est de l'écologie punitive. On restreint les libertés des plus fragiles afin de pouvoir mener une politique, écologique et en fait, je pense que c'est la mauvaise manière. Je vous le disais lorsqu'on Oui. parlait ensemble, en fait, il y a des entreprises aujourd'hui qui polluent beaucoup plus que, tous les citoyens réunis, en France et malheureusement, c'est contre ces entreprises qu'il faudrait agir. Par exemple, les pailles en plastique, c'est quand même fou de se dire qu'on a attendu 2022 pour les interdire de manière concrète et effective. Pourtant, c'est ce genre de mesures-là qui, à mon sens, sont efficaces. Et est-ce que cette ségrégation est l'expression d'une privation de liberté? C'est une restriction de liberté. Vous savez qu'on est en train de parler d'un fameux pass énergétique, d'un fameux pass carbone. C'est quoi? C'est finalement de l'ingénierie sociale. On conditionne vos droits en fonction de votre statut. Si vous êtes en état de payer plus, alors vous pouvez consommer plus. Alors si ça, effectivement, c'est pas une rupture d'égalité devant la loi, bah, je ne sais pas ce que c'est. Les commerçants de l'écusson se plaignent que les personnes aisées ne viennent plus au centre-ville. Est-ce qu'ils ont raison? Ah, complètement. Ils ont complètement raison. Pourquoi? Parce que effectivement, les personnes aisées ont un confort pour lequel elles ont travaillé toute leur vie. Ce confort, il est évident qu'elles ne veulent pas y renoncer et cela se comprend. Et aujourd'hui, enfin, comme je le dis, hein, je ne sais pas si vous avez pris le tramway récemment, mais on est tous collés les uns aux autres. Déjà en matière de crise sanitaire, je suis désolé, mais ça me paraît quand même être extrêmement compliqué. Et surtout, c'est tout sauf agréable de se déplacer en tramway aujourd'hui à Montpellier. Selon vous, le maire mène-t-il un combat purement idéologique ou se contente-t-il de faire comme les autres métropoles? Alors, je ne le connais pas personnellement. Je pense qu'effectivement, il y a des consignes nationales qui sont données et que les maires exécutent ces consignes au niveau national. Étant donné qu'ils ne sont probablement pas confrontés aux mêmes difficultés que les citoyens lambda, je pense qu'ils ont du mal, mais comme une partie de la politique française, c'est-à-dire qu'il y a une déconnexion de l'élite avec la base. Pourquoi il y a très peu de concertation? On est devant la technique du fait accompli. C'est-à-dire que le boulevard Albert Dubout, un jour ils ont décidé de le fermer et ça a mis la pagaille dans un quartier des 4 boulevards à Montpellier. Quel est votre regard là-dessus? Est-ce que c'est pas un excès de pouvoir? Alors, c'est un excès de pouvoir, mais de toute façon, s'il existe un juge administratif, ça veut bien dire qu'il existe une administration qui peut mal faire. Si cette administration peut mal faire, il faut effectivement qu'un juge puisse trancher. Le souci aujourd'hui, c'est que on a le sentiment, en tout cas les citoyens ont ce sentiment qu'ils ne peuvent rien faire. Ils ne sont en réalité pas éduqués pour pouvoir comprendre qu'ils ont des droits, il faut connaître ses droits, et qu'ensuite ils peuvent gagner en justice. Vous voyez, encore hier, j'ai gagné devant le tribunal administratif sur un problème d'indu de RSA. Bon, bah écoutez, heureusement qu'il y a des personnes qui sont capables de contester ces mesures, parce qu'effectivement, ces mesures étaient totalement illégales. Hum. Donc on peut gagner face à l'administration, faut-il encore savoir qu'on peut contester ces décisions et que l'on peut gagner devant le juge administratif. Est-ce qu'il n'y a pas une idée en France comme quoi l'administration est toute puissante et que c'est un peu le rouleau compresseur et que, bon, nous, par exemple, en tant que médias, on vit, je dirais, une espèce d'absence de liberté de se rendre à des conférences de presse. Et on a été supprimés, ils nous ont supprimé tous les abonnements parce que ce qu'on disait ne leur plaisait pas. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas une idée comme quoi l'administration est toute puissante et qu'on ne peut rien faire contre elle? Si, mais vous savez, ça m'inspire ce que je racontais ce matin à mes étudiants. Vous savez, les cornacs, lorsqu'ils domestiquent les éléphants, ils les domestiquent à partir du moment où ils sont éléphantaux. Et quand ils sont éléphantaux, ils les accrochent à un poteau avec une corde. Cette corde, quand ils sont éléphantaux, ils ne réussissent pas à la briser. En grandissant, ils continuent de mettre cette corde autour des éléphants. Mais cette corde, elle n'est plus reliée à un poteau parce que de toute manière, s'il tirait, il pourrait l'arracher. Mais vous savez pourquoi il ne le fait pas? Parce que pour lui, quand il était éléphanteau, il ne pouvait pas la briser. Imaginez finalement dans l'esprit des citoyens le nombre de cordes qu'ils doivent avoir dans leur esprit. Et en fait, c'est exactement ça. À partir du moment où on vous a conditionné pour vous dire que vous ne pouvez pas agir, que l'administration a forcément raison et que de toute manière, ce sera le pot de fer contre le pot de terre, eh bien effectivement, vous ne tentez même pas de pouvoir contester. Est-ce que les métropoles ne sont-elles pas devenues des espaces spécifiques où les citoyens ont des droits restreints? Non, je pense que l'administration, de manière générale, tant qu'elle n'est jamais confrontée à des décisions de justice qui la ramènent dans le droit chemin, eh bien, prend des habitudes, a des pratiques qui, effectivement, peuvent restreindre les libertés des citoyens. Je continue donc avec une France rurale qui jouera un petit peu en deuxième division. Euh, et
qu'ils ont plus ou moins droit à moins de services? Alors, est-ce qu'il y a une France à deux vitesses finalement? C'est un peu ça la question? Oui. Ah bah, complètement. Oui, effectivement. Vous avez une France à deux vitesses parce qu'il y a un désintérêt auprès des espaces ruraux. Ça, c'est assez évident. Pourquoi l'écologie politique est-elle liberticide et sanctionnatoire? Bah, c'est une idéologie, hein. Donc, à partir du moment où c'est une idéologie, enfin, vous êtes endoctriné dans une façon de penser et vous n'arrivez plus à imaginer les contraintes que ça peut emporter. Concrètement, que pouvez-vous attendre du recours que vous avez déposé au tribunal administratif pour le compte collectif des commerçants? Alors déjà, sur la question du tunnel de la Comédie, qui est une des actions que nous sommes en train de mener. Je pense qu'effectivement, nous allons gagner pour la simple et bonne raison que lorsque le péage a été instauré le 26 juin 2022, il n'y avait pas de délibération. Or, le Code général des collectivités territoriales est très strict. Si vous instaurez un péage, il faut que ce soit institué par une délibération de l'autorité compétente, à savoir soit la commune, soit la métropole. Ici, aucune délibération n'avait été prise jusqu'au 26 juillet 2022, c'est-à-dire une quinzaine de jours après ma première demande de retrait de la Hmm. décision ayant instauré le péage. Donc sans délibération, c'est illégal. Ensuite, deuxième raison pour laquelle je pense que cette décision va nous entraîner une victoire, eh bien c'est parce que il n'y a aucun motif d'intérêt général et aucune amélioration du service qui est apportée aux usagers du tunnel de la Comédie. Maintenant, soyons réalistes. Est-ce que le juge va annuler totalement cette décision, c'est-à-dire demander à la commune de rembourser toutes les personnes qui ont payé 3 euros? Certainement pas. Par contre, elle va leur dire, à partir de ma décision, vous allez annuler votre décision parce que, effectivement, elle n'a pas été prise dans les formes. En d'autres termes, faites une session de rattrapage, recommencez, et là, à ce moment-là, on verra si effectivement c'est légal. D'accord. Et c'est quoi les autres actions sur lesquelles vous intervenez au nom des Montpelliérains? Alors, il y a différentes actions sur lesquelles on est en discussion. La première, c'est la réouverture de certains boulevards. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le centre-ville est totalement asphyxié. Il est asphyxié, pourquoi? Parce qu'on a fait des travaux partout dans la ville en même temps. Et donc, le calendrier des travaux fait qu'à un moment donné, le centre-ville n'est quasiment plus accessible pour toutes les personnes qui viennent de l'extérieur. Et quand il l'est, eh Hmm. bien, il faut venir en tramway, dans des tramways qui sont bondés, je le rappelle. On est en train de nous parler d'une neuvième vague de Covid. Je peux vous assurer que si samedi le Covid était quelque part dans le tramway, tout le monde l'a attrapé. Donc ça, sur le plan sanitaire, c'est pas possible. Euh, Ensuite, on a donc la réouverture des différents boulevards. Il y a également la question de l'institution de la redevance des stationnements dans le centre-ville de Montpellier. Vous savez que depuis le 11 octobre 2022, il y a une délibération qui a été prise et qui a instauré 8 zones de péage au Hmm. centre-ville de Montpellier. Une de ces zones est à 8 euros de l'heure. Je sais, ouais. Donc là, On c'est en a plus que, parlé. c'est plus que sanctionnatoire. Et concrètement, ça va empêcher une partie de la population riveraine de venir à Montpellier. Vous savez, cette population qui n'est pas dans la métropole, qui veut venir de l'extérieur et qui, pour se déplacer, n'a pas d'autre choix que de prendre sa voiture. Ben, cette partie-là de la population, effectivement, elle ne viendra plus. Et donc vous avez été alerté par un groupe d'habitants ou Tout à fait. Alors j'ai été par alerté. des associations? Tout d'abord, c'est l'association Bien Vivre Montpellier qui m'a donné la parole. D'ailleurs, je les remercie si jamais ils voient cette vidéo, qui effectivement a diffusé le recours que j'avais intenté avec l'association ADLF. Et c'est ensuite l'association des commerçants de l'Écusson qui m'a contacté et qui m'a dit cette situation n'est plus possible. Habituellement, nous arrivons à communiquer avec la mairie et on arrive à trouver des solutions, Hmm. mais depuis 2 ans, avec cette nouvelle équipe communale, eh bien, nous ne pouvons plus avoir la possibilité de discuter avec eux et de trouver des solutions alternatives. Il faut savoir que des commerçants qui font des recours contre une commune, c'est extrêmement rare. Alors, la semaine dernière, nous recevions, ou il y a 15 jours, je ne me souviens plus, on recevait Khadija, là, qui est une femme exceptionnelle, qui est à Figuerolles, qui s'est battue sur le dossier de la friche Mimi, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Non. Et donc, ils étaient 6 ou 7 dans un collectif, il y a un avocat qui est arrivé et qui a négocié avec les promoteurs 70 000 euros pour chacun. Et donc ils ont tous fait tapis, sauf elle. Alors ma question, est-ce que c'est un coup de com' ou c'est ce que vous faites ou est-ce que vous allez faire tapis comme cet autre avocat? Alors, tout d'abord, les seules personnes qui pourraient décider de transiger, ce sont les clients. L'avocat, lui, a pour obligation d'agir dans l'intérêt de ses clients. Donc moi, Mhm. si effectivement il y a une solution amiable qui peut être mise en place avec la commune, bien entendu qu'on privilégiera la solution amiable. Mais le dernier mot reviendra à mes clients.
Donc ça, c'est effectivement, là, ce que vous évoquez, c'est des personnes qui ont préféré transiger plutôt que de Oui. s'engager dans un long procès coûteux et fastidieux qui potentiellement aurait peut-être pu ne pas leur donner raison. Alors actuellement, il y a le collectif des 3 boulevards, des 4 boulevards qui a organisé des opérations à la ZAT. Voilà, un lundi matin aussi, ils ont organisé Ouais. des opérations. Je ne sais pas si vous avez suivi. Si, ouais, j'avais suivi. Et pourquoi les. Alors bon, ensuite, il y a par exemple les motards aussi qui se font entendre sur lesquels. Bon, il y a eu les taxis aussi, voilà. Et pourquoi les commerçants ne sont pas plus vindicatifs sur le terrain comme le sont ces associations? On dirait qu'ils se laissent un peu faire. Bah, concrètement, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est très très rare que des commerçants fassent des recours contre la commune. Pourquoi? Bah, en fait, parce qu'il y a des intérêts commerciaux qui sont en jeu. Prenons par exemple le cas des cafetiers, des restaurateurs. Ils ont des terrasses. Ces terrasses, ce sont des occupations temporaires du domaine public. Ces occupations, elles font l'objet d'une négociation et d'un renouvellement tous les ans. Il y a la surface qui est négociée et il y a également le prix de la redevance. Qu'est-ce qui se passe si demain la commune vous dit, ben moi, il n'y a plus de terrasse? Ou votre terrasse, vous la réduisez de moitié et vous allez payer le double? Bah là, vous allez vous retrouver dans un conflit ouvert. Oui, vous pouvez faire un recours, mais le temps que votre recours il soit traité, eh ben, c'est une perte de chiffre d'affaires et de marge bénéficiaire que vous faites. Donc les commerçants, en principe, essaient toujours de négocier avec les communes, et ça se comprend, parce qu'il y a des intérêts financiers qui sont en jeu. S'ils font un recours, c'est que là, il y a vraiment une très très grosse difficulté, et que finalement, le coût de la procédure est toujours moins élevé que la perte concrète que cela va leur entraîner. Et là, aujourd'hui, vous avez été saisi pour l'affaire du tunnel de la Comédie Tout à par fait. l'association des commerçants du centre-ville. De l'Écusson et d'une grande série d'autres associations qui soutiennent cette association principale, qui est un peu l'association Tête de Pont. Très bien, écoutez, je vous remercie. Merci à vous. Bonne journée. Merci bien, vous aussi.